Non, vous pouvez filmer, mais c'est la prison que vous ne pouvez pas filmer. Et heureusement qu'avec nous, nous avons d'autres militants qui ont su très vite réagir, dans la mesure que là, ça me pose aussi problème, parce que si vous tapez sur Google ou ce que vous voulez, comme barre de recherche, vous verrez que eux-mêmes, bah, vous pouvez trouver la prison, et vous surtout, par le satellite, maintenant, bah, vous voyez l'emplacement de la prison et vous voyez toutes les images de la prison. Donc quand c'est l'État elle-même qui met sur les réseaux bah, la prison, hein, il suffit de taper, c'est pour tout le monde, là ça pose pas de problème. Par contre quand c'est un citoyen, une simple citoyenne qui est là devant en train de filmer, ça pose problème. Moi c'est tout ça qui commence vraiment à me gonfler. J'ai pas arrêté de le dire aux gendarmes. J'ai dit au bout d'un moment, eux-mêmes il faudra qu'ils se positionnent parce que moi il faut qu'on m'explique. Un coup j'ai le droit, un coup j'ai pas le droit, un coup c'est semi-public, un coup c'est privé. C'est selon, voilà, comme ils disent, là-haut. Voilà, la direction. Mais au bout d'un moment, la direction, elle commence, moi je le dis franchement, elle commence réellement à me gonfler. Parce que du coup, on ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. Et moi, tout ça me pose problème. Mais apparemment, pour les Français, ça ne doit pas leur poser problème. Donc, le retour, c'est qu'on verra la semaine prochaine comment ça va se passer. Là, je sens que ça pose un problème. Moi, personnellement, je sais où là le problème. Le problème vient que tant que c'est des simples youtubeurs qui étaient là pour nous filmer et nous donner la parole, ça ne les dérangeait pas. Là, aujourd'hui, on a eu un journaliste qui est reconnu journaliste, d'accord, qui fait beaucoup de reportages. Il est même des fois sur... un journaliste professionnel. Voilà, un vrai journaliste professionnel avec sa carte de journaliste. Et je pense que c'est ça qui a posé problème. Parce que tant que c'est des youtubeurs qui nous donnent la parole, bon, voilà, on dérange que par sur les réseaux. Maintenant qu'un vrai journaliste commence à s'emparer du sujet, là, c'est plus la même donne. Puisque d'ailleurs, la preuve, le journaliste nous a filmé et nous a pris les prises de parole, tout a été nickel, et les gendarmes étaient là, ils ont bien vu que ce journaliste nous filmait, tout était nickel et tout, il n'y a eu aucun problème, et entre-temps, ben, ils ont eu d'autres directives de la direction, puisqu'à ce moment-là, les gendarmes sont revenus voir notre journaliste, et ils ont carrément demandé aux journalistes de tout effacer, et notamment de donner la carte mémoire. Si le journaliste n'effaçait pas, il lui piquait sa carte mémoire. Ce que le journaliste, il a dit, la carte mémoire, c'est comme moi. Si vous embarquez la carte mémoire, vous m'embarquez avec. Donc, là, et ça m'interpelle. Là où ça m'interpelle, c'est que je me dis, ok, même si on est là, apparemment, ça ne les dérange pas. Tant qu'on est enregistré par des youtubeurs, ça ne les dérange pas. Mais qu'un journaliste commence à s'intéresser à l'histoire de Hinda et à toutes les autres mamans, puisque l'histoire de Hinda, c'est sur des centaines et des milliers de parents qui vivent ça, le placement abusif. Là, ça les fait peur. Et parce que ça leur fait peur, eh ben, on a des restrictions et on a des pressions. Donc moi je dis, attendons samedi prochain, comment ça va se passer. J'ai quand même hâte d'être samedi prochain pour voir ce que ça va donner par rapport à aujourd'hui. En attendant, nous, on n'a rien lâché. Voilà. Le journaliste n'a pas donné sa carte de mémoire, il pourra poster la vidéo. Et nous, là, on est en train de faire le débrief avec les autres personnes qui étaient là. Et bah, je dirais qu'on ne va rien lâcher, la preuve. Et que samedi prochain, on sera encore là. Et que bah, on n'a pas lâché non plus aujourd'hui. On était là, comme d'habitude, de 14h à 17h. Par contre, je tiens quand même à signaler, puisqu'ils nous suivent, ils vont avoir des gros problèmes. Parce que entre-temps, on a appris que Ismaël Bouchekada, il est aussi incarcéré à Fleury-Mérogis, dans la prison homme. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un élu français qui défend et qui soutient la Palestine. Et que de ce fait, bah, comme d'habitude, ça dérange encore une fois l'État profond. Donc, en attendant d'attendre son procès pour, comme d'habitude, apologie du terrorisme, il faut savoir aujourd'hui en France, du moment que vous défendez le vivant, que vous défendez la paix et un cessez-le-feu, vous êtes apologie du terrorisme. Et là aussi, du coup, je me dis, ça m'interpelle. Moi, Nadia, qui défend la paix, je peux tomber pour apologie du terrorisme. Et là, je me dis donc, apparemment, la question c'est, à tous ceux qu'on a appelés terroristes, c'est quoi alors? C'est quelqu'un qui défend la paix? Ou c'est quelqu'un qui insiste à commettre des crimes? Parce que dans ces cas-là,
moi je dirais que sur les plateaux de télé, H24, bah, c'est du terrorisme, hein, parce qu'à tout ce qu'ils entendent, ils sont pour l'extermination, raser Gaza, débarrassez-moi de tout ça, les déporter. Ça, c'est pas du terrorisme apparemment. Moi et d'autres personnes qui soutiennent et qui veulent la paix et qui veulent avoir un État palestinien, bah, comme ça devrait l'être, puisqu'à la base c'est Palestine, hein, d'accord? Parce que ça aussi, hein, on me dit un peuple sans terre. Je le redis encore, hein, je suis française, pourquoi? Parce que je suis née en France. Je serais née en Angleterre, je serais anglaise. Donc maintenant qu'on me dit on doit déplacer des Palestiniens sur une terre qui s'appelle sans nom, qu'on m'explique pourquoi ils sont appelés Palestiniens alors. Moi c'est juste ça. Pour moi, alors vous allez me dire oui c'est une logique basique. Ben, c'est une logique normale. Je le redis encore, on me dit française parce que je suis née en France. Donc moi je pars du principe si on les appelle Palestiniens, c'est bien qu'ils sont nés sur une terre Palestine. Sinon, on les aurait appelés les Égyptiens, les Saoudiens. On ne les appellerait pas les Palestiniens. Ok? Donc, je le redis encore, moi qui défends la paix, qui défends l'humain, on peut me mettre apologie du terrorisme. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Alors que toutes les personnes qui sont sur les plateaux télé qui appellent au meurtre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, eux, c'est pas de l'appel au terrorisme. Non. Eux, ils appellent aux bienveillants, ils appellent à l'humain aussi, apparemment. Donc voilà, donc, et pour revenir à Ismaël, pourquoi ils vont avoir des problèmes? C'est que maintenant qu'on sait qu'il est à Fleury-Mérogis, vous pensez bien que ben, j'appelle tout le monde à se mobiliser aussi en soutien à cet homme, à cet élu français, de venir le soutenir parce qu'il faut savoir une chose, et ça par rapport, maintenant je vais faire une petite parenthèse, par rapport à nos camarades gilets jaunes qui étaient incarcérés, en sortant de prison, ils l'ont bien dit, hein, le peu qui se sont manifestés devant les prisons, ça leur a fait un bien fou. Hein, parce que comme ça, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est devant les prisons, il y a les parloirs. C'est pas parce que nous, on n'a pas le droit au parloir. Il y a d'autres gens qui ont des parloirs avec d'autres incarcérés. Ben, ces gens-là, quand ils nous voient sur les ronds-points, ils nous voient manifester. Quand ils vont au parloir voir leur famille, ben, ils passent le message. Ils le disent, hey, dehors, il y a telle personne, ils sont en train de dénoncer ça, ça, ça. Et donc, l'information rentre dans la prison et va circuler tout autour, à l'intérieur de la prison. Donc, la personne pour qui on est là pour la soutenir, à un moment ou à un autre, elle a le message. Elle sait qu'à l'extérieur, il n'est pas seul ou elle n'est pas seule à l'intérieur. À l'extérieur, il y a du monde qui est là, qui les soutient et qui dénonce cette aberration. Et je le redis bien, hein, pourquoi pour moi c'est vraiment une aberration. Ce sont des personnes qui n'ont commis aucun crime. Et parce qu'ils ont un jugement dans les mois à venir, par exemple Inda, c'est le 4 juin. Ismaël, c'est au mois de juillet, le 6 juillet il me semble. Le 3 juillet ou le 6 juillet, on va regarder, mais au moins c'est le mois de juillet. Et à côté de ça, vous avez des vrais criminels, des vraies personnes qui ont commis des crimes, qui eux attendent leur procès à l'extérieur. Alors que ce sont des vrais criminels, hein. Ils ne sont pas incarcérés en attendant leur procès. Et pour finir, pour ceux qui me suivent sur la pédocriminalité, je vais vous donner l'exemple basique, on va dire pour la justice. Moi, pour moi, c'est une aberration, mais pour eux, c'est normal. Vous avez un homme qui a violé sa nièce, d'accord? Il a pris 10 ans ferme. Il est passé au tribunal, il a pris 10 ans ferme. Pour ceux qui sont dans le sujet de la pédo, vous savez que la plupart du temps, ils prennent du sursis. Pour qu'il ait pris 10 ans ferme, je peux vous dire qu'il a bien détruit la gamine. Il a fait appel de son audience, des 10 ans ferme, mais comme il n'a pas eu d'audience sur l'année écoulée de son appel, c'est la législation comme ça française, il faut savoir, quand vous faites appel, vous avez 1 an pour que les tribunaux mettent votre appel. Comme apparemment ils n'ont pas eu de date, ça aussi, il y a 2 jours de ça, j'étais à Ivry pour un Palestinien. Tous ceux qui soutiennent la Palestine, eux, ils ont des dates hein, d'audience, il n'y a aucun problème. Mais pour ce violeur qui a pris 10 ans ferme, ils n'ont pas réussi à mettre une date sur l'année écoulée. L'année est écoulée, vice de procédure, le mec est dehors. Alors oui, vous pensez bien que les associations sont montées au créneau, alors oui, la magistrature leur a dit, oui, vous inquiétez pas, il y aura un nouveau procès, hein, oui, oui. Mais en attendant, il est dehors. Et ben, pour moi, je dis, ok, donc une maman qui dénonce ce qui se passe en attendant son jugement pour, je précise encore, hein, elle a été incarcérée en attendant son procès du 4 juin pour outrage à magistrat.
elle n'a pas violé, elle n'a pas tué, elle n'a pas volé. C'est juste un outrage à magistrat. On est incarcéré en attendant son procès. Attends Nadia, donc tu me dis qu'elle est incarcérée pour outrage à magistrat, oui. D'accord. Mais pourquoi tout de suite la détention directe alors qu'il y a des procédures? Tu connais ces procédures? On est bien d'accord. Et qu'elle a des garanties de représentativité. Tu peux nous en parler de ça? Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait fait une demande de remise en liberté, hein, parce qu'effectivement, elle a un logement, elle paye son loyer, elle a sa fiche d'imposition, elle a ses enfants qui sont placés, elle se bat pour récupérer ses enfants. Donc, effectivement, elle a toutes les garanties qu'elle sera là. Mais pourquoi? Elle s'est déjà présentée à ses audiences? Elle s'est toujours présentée à ses Et audiences. il me semble qu'elle est déclarante de manifestation. Elle est déclarante de Donc, manifestation. ils savent où elle habite, donc Totalement. il y a des garanties de représentativité. Totalement. Donc au lieu de la placer où sous contrôle judiciaire Ou un bracelet comme Sarkozy, hein, en même s'il l'a gardé que 3 mois. En attendant son procès, ils ont voulu la punir. Donc on peut dire que c'est une justice arbitraire au service de la politique, hein, une justice qui est là pour broyer les personnes et qui l'ont directement sanctionnée en la mettant en détention. Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait, soyons honnêtes, hein, moi vous savez que je suis pour la transparence, c'est que Hinda récuse les juges. Pour elle, les juges ne sont pas légitimes. Donc comme elle récuse les juges, et c'est pour ça aussi qu'elle ne prend pas d'avocat pour se défendre, en face, ils sont malins, comme elle n'a pas d'avocat, ben, ils la neutralisent. Parce que si réellement elle avait un avocat digne de ce nom, hein, comme par exemple de la Legal Team, et ben en 2 minutes elle était dehors. Donc tu es en train de me dire que parce qu'elle récuse les juges, oui. c'est un droit fondamental dont on est d'accord. Les citoyens. Oui. Ça ne plaît pas aux juges, exactement. Ils la punissent, ils la mettent en détention. Voilà, alors c'est de l'arbitraire. On est bien d'accord, il y a ça, parce que justement, elle récuse, donc ils veulent la punir, mais il y a aussi, et ça c'est une réalité, c'est aussi un message qu'ils veulent envoyer à tous les parents qui voudraient bouger pour récupérer leur enfant. Si vous dénoncez le système, si vous dénoncez ce qui se passe dans les foyers, on vous met en prison. Donc ils sont en train de faire d'Hinda un exemple. Totalement. Ils la sacrifient à l'aune de leurs intérêts personnels, de leur petite magouille, pour justement dissuader, si je comprends bien, toute velléité de la part d'autres parents de les dénoncer, de les attaquer comme il se doit, de toute façon. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que jusqu'à maintenant, le peu de parents qui se mobilisent, ils perdent leur droit de visite d'une heure par mois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Hinda, avec un H, ils l'ont incarcérée. Linda, avec un L, elles viennent de prendre 2 ans de renouvellement de placement sans aucune visite. Hein. Elle a des petits, hein, c'est 5 ans et 7 ans. Hein. Sans aucune visite pendant 2 ans, sans aucune visite médiatisée. Sous prétexte qu'elle dénonce le système et qu'elle fait des manifestations. Et pour eux, ils ont appelé ça outrage, encore une fois. Outrage. Voilà. C'est une prise d'otage. Donc c'est une prise d'otage. Prend en otage des parents, voilà. des familles, voilà. Qu'elle met en détention non arbitraire, qu'elle met en détention provisoire, c'est extrêmement grave là. Hein. Mais c'est ce qu'on dit. dit. Ça dépasse l'entendement, c'est plus du droit. On est dans le syndicat du crime, on est dans la mafia. C'est pour ça que je l'appelle la secte. Depuis quelque temps maintenant, je l'appelle la secte parce qu'elle se comporte vraiment comme une secte. Il n'y a pas d'autre terme. Ou la firme, mais moi je dirais plutôt la secte, parce que pourquoi la secte? La secte, c'est quoi? C'est en temps normal, on prend des individus et on les isole de la famille. C'est ce qu'on fait avec les enfants et les parents, premièrement. Deuxièmement, on va les shooter depuis quelque temps quand les dossiers qui passent en jugement de certaines situations, comme cet homme de famille d'accueil seul, donc un homme famille d'accueil célibataire, il est dans un réseau, c'est lui qui est à la tête d'un réseau. Donc il travaille avec la secte. Tu parles de ces gens en Loire. Dans le Loire, Loire-Atlantique, Belgique. Exactement. Je crois que lui, c'était en plus quelqu'un qui était rallié à un parti politique, non? Voilà, c'est exactement lui. Voilà. On peut le citer, d'ailleurs, c'était la France Insoumise. Oui. Et bon, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. C'est tout un réseau. Donc lui, c'est un homme célibataire. Famille d'accueil. De 32 ans. Il fait partie de ce réseau pédocriminel. Alors il ne fait pas partie, c'est lui qui a la tête. Il vient de s'apercevoir, c'est lui qui a la tête. Alors je t'explique. L'histoire, c'est que c'est un pays étranger qui ont chopé des vidéos d'une viol d'une gamine handicapée. Et en remontant, ils sont remontés en France. Et c'est cet homme, famille d'accueil. Il revenait de voyage de Tunisie, d'accord? Ils l'ont cueilli à l'aéroport, ils l'ont incarcéré, et en approfondissant l'enquête, ben, ils se sont aperçus, pour une fois la police a fait son travail. Maintenant, comme je dis toujours, hein, des fois la police fait bien son travail en amont. C'est là-haut, hein, c'est le procureur qui classe sans suite. Hein.
D'accord? Donc eux, ils ont bien fait leur travail, ils ont approfondi l'enquête et au final, ils sont aperçus. Déjà, ils sont tombés sur des vidéos de viol d'enfants de 5 mois. Mais de bébés, oui. Oui, 5 mois. 5 mois, de 5 mois à 6 ans. Donc moi, déjà, ma première question, où il les a trouvés, ces enfants-là? Les familles d'accueil, ils travaillent pour l'ASE, il a été les chercher en pouponnière. C'est qui? C'est qui? L'homme, j'ai pas son nom. Cet homme-là, quelqu'un peut me taper, vous devez la voir. Regarde, je vais te dire ça. Voilà. Donc cet homme-là, famille d'accueil, donc on sait aujourd'hui qu'il est derrière le réseau, et eux-mêmes ils le disent, un réseau pédocriminel de Loire-Atlantique, Belgique. Il y a 5 personnes qui ont été interpellées, dont une personne en Belgique. D'accord? Et ben, dans la mise en accusation, il y a bien sûr le réseau, il y a bien sûr les viols sur mineurs et tout ça de moins de 15 ans, et il y a aussi surdosage médicamenteux, comme dans le procès de Châteauroux. Dans le procès de Châteauroux, c'était des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil qui n'avaient pas l'agrément, mais payés par le même département qui lui-même doit donner l'agrément. Nous avons un département qui ne donne pas d'agrément, mais qui donne de l'argent à ces familles-là qui eux-mêmes n'ont pas donné l'agrément. Rien que ça, déjà, c'est une tuerie. Eux, ils ne sont pas sur le banc des accusés. Hein. Il n'y a que les familles d'accueil qui ont été sur le banc des accusés. Mais dans ce procès-là, il y a eu donc maltraitance, hein, travail forcé, violence et surtout surdosage encore médicamenteux. Est-ce que c'est celui qui a été mis en examen pour des faits de viol avec barbarie sur une fillette handicapée? Oui, c'est lui. Alors, lui, c'est un individu militant insoumis qui a été mis en examen en 2024. C'est ça. Pierre-Alain C. Voilà. C'est un candidat. Alors voilà, Pierre-Alain, alors c'est pour... Tu recommences, est-ce que je vais faire une coupure et mettre... D'accord. Tu me dises comment il s'appelle. Alors, il s'appelle Pierre-Alain C. Alors C, en vérité, on l'avait, moi, sur un autre dossier, je crois que c'est Ciotti ou City, un truc comme ça. Bon, attends, c'est Pierre-Alain C. Alors, candidat de la France Insoumise lors de l'élection législative. L'individu militant insoumis a été mis en examen en septembre 2024 pour des faits de viol avec barbarie commis sur une fillette handicapée. Et c'est lors de son incarcération qu'ils ont refait... L'enquête, elle a été plus approfondie. On va dire que lui, contrairement à Morandini, il a eu une perquisition chez lui. Et comme il y a eu la perquisition chez lui, c'est là... Voilà, Cotino, merci. J'avais bien que c'était... Donc, voilà. Ciotti, c'est encore autre chose. Voilà. On parlera de Ciotti une fois. On a recommencé parce que tu as dit un nom qui était faux. Ouais. Et là, je vais couper. D'accord. On va recommencer le début avec le vrai nom. Parce que là, tu as dit un faux nom. Si je balance ça, ils vont dire... Enfin, cela dit, c'est pas que la France Insoumise. Hein, si on commence à regarder la vidéo. On va recommencer à zéro. Je vais faire un montage. Et tu vas dire... Voilà. Moi, j'attends qu'ils me fassent tout sauter, je serai libre. Alors, c'est Jean... C'est quoi déjà le prénom? Je vais être libre. Pierre-Jean. Moi qui danse tout sauter. Ah bah, tu vois, ça a sauté, mon Je serai libre comme... Non, alors c'est Cotino. Voilà, monsieur Cotino, on va dire. Attends, Nadia, je vais te dire. Si on recommence comme au début, comme si c'est-à-dire Cotino. Pierre-Alain Cotino. Pierre-Alain Cotino. Alors, la personne qu'on parle de cet homme de famille d'accueil seul de 32 ans, sachant quand même que quand il a rempli sa fiche, ça on le sait, l'enquête l'a sortir, quand il a rempli sa fiche pour être famille d'accueil, il faut savoir qu'il a demandé